Un PDG millionnaire voit des jumeaux noirs vendre une voiture jouet pour sauver leur mère. Leur vie n'a plus jamais été la même. 5 000 $ pour une petite voiture? Tu plaisantes? Le murmure incrédule de Jamal à son frère jumeau est resté en suspens tandis que l'homme au costume impeccable s'éloignait, laissant dans ses petites mains plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu auparavant. Des larmes silencieuses coulent sur le visage de Malik, qui tient encore l'espace vide où se trouvait le dernier cadeau que son père avait laissé avant de partir. En cette froide après-midi d'automne, les jumeaux de 8 ans ne savaient pas qu'ils venaient de croiser le chemin de Gabriel Silvera, un homme qui avait des milliards de fortune en poche et un vide dans le cœur qu'aucune somme d'argent ne pourrait combler. Un homme qui, poussé par quelque chose d'inexplicable, ordonnait discrètement à son chauffeur « Suis ses enfants. Je veux voir où ils vivent. » Une rafale de vent glacial balaie Grove Park, éparpillant des feuilles sèches le long des allées où les jumeaux Johnson sont stratégiquement positionnés entre des cadres pressés. Leurs yeux, identiques jusqu'à leurs longs cils, scrutent chaque passant avec un espoir désespéré. « Monsieur, voulez-vous acheter notre voiture? Elle est très spéciale, » lance Jamal à un homme d'affaires qui passe tout droit sans même ralentir. « Nous devons faire plus d'efforts, » murmure Malik, la voix brisée. « Maman a besoin de ses médicaments aujourd'hui. » De l'autre côté du parc, Gabriel Silvera sort de sa limousine noire et ajuste la montre en platine qu'il porte au poignet. À 40 ans, il a fait de Silvera Technologies un empire mondial, son nom étant synonyme d'innovation incessante. Son visage, bien qu'encore jeune, porte les traces d'une douleur ancienne que son empire de verre et d'acier n'a pas réussi à effacer. « Je serai à la réunion de 15 heures, rendez-vous à l'est dans 20 minutes, » lui dit son chauffeur, traversant le parc avec la même efficacité calculée qu'il appliquait à ses affaires. Son esprit était déjà en train de réviser des projections financières, inconscient du monde qui l'entourait. Jusqu'à ce qu'une voix enfantine vienne couper court à ses pensées. « Monsieur, pourriez-vous acheter notre voiture ?» Gabriel s'arrêta, surpris non pas tant par la demande que par la sincérité brute qui l'accompagnait. En se retournant, il vit 2 garçons noirs identiques qui le regardaient, leurs minces visages contractés par l'anxiété. L'un d'eux tient une petite voiture rouge comme s'il s'agissait d'un bijou précieux. « Nous vendons parce que nous devons aider notre mère, » explique Malik, les yeux brillants de détermination. « Elle est très malade. » Gabriel regarde le jouet. Malgré l'usure des bords, il était manifestement chéri, propre, soigné, aimé. Quelque chose dans ce moment, la vue des jumeaux, la façon dont il tenait le jouet, peut-être l'écho d'un souvenir enfoui depuis longtemps, résonna en lui. « Combien ?» demanda-t-il, sa voix habituellement ferme devenant étrangement douce. Les jumeaux échangent un rapide regard. « Autant que vous pouvez vous le permettre, monsieur, » répondit Jamal. « Nous avons juste besoin d'une quantité suffisante pour ces médicaments. » Sans vraiment comprendre son impulsion, Gabriel sortit plusieurs gros billets de son portefeuille. « Cela va-t-il nous aider ?» demande-t-il en tendant l'argent. Les yeux des garçons s'écarquillent devant le montant, bien plus important que ce dont ils avaient rêvé. Malik place soigneusement la voiture dans la main de Gabriel, ses petits doigts s'attardant un instant avant de se retirer à contre-cœur. « Merci, monsieur, » dit Jamal, la voix tremblante de soulagement. « Cela va beaucoup aider notre mère. » Gabriel rangea la voiture dans sa poche, regardant les jumeaux serrer l'argent contre eux et se dépêcher de partir. Il aurait dû continuer son chemin, retourner à son programme de la journée et oublier cette brève rencontre. Au lieu de cela, quelque chose dans ces petits visages identiques, penchés l'un vers l'autre dans une conversation urgente le tiraillait. « Suivez-les, » dit-il doucement à son chauffeur qui le suivait à distance. « Je veux voir où ils vivent. » Tandis que sa voiture suivait lentement les jumeaux pressés, Gabriel étudia le jouet qu'il tenait dans sa main. Cela faisait des années que quelque chose n'avait pas interrompu son existence soigneusement ordonnée. Des années qu'il n'avait pas ressenti cette envie, ce besoin de comprendre quelque chose au-delà des marges bénéficiaires et des acquisitions stratégiques. Si vous avez déjà eu l'impression qu'une rencontre apparemment fortuite pouvait changer complètement le cours de votre vie, vous comprendrez pourquoi Gabriel ne pouvait pas expliquer ses propres actions à ce moment-là. Pourquoi un homme qui avait érigé des murs si autour de son cœur les sentait maintenant trembler à la simple vue de 2 garçons et d'une petite voiture. Les jumeaux arrivèrent à un bâtiment délabré du quartier Riverside et disparurent par l'entrée. Gabriel resta immobile dans sa voiture, le jouet toujours à la main. « Attendez ici », ordonna-t-il au chauffeur, descendant avant qu'il ne puisse se raviser. Que trouverait Gabriel dans cet appartement? Pourquoi ces jumeaux avaient-ils provoqué une réaction aussi profonde chez un homme qui avait passé des années à fuir les relations affectives? Et comment cette rencontre fortuite dans le parc allait-elle déclencher une série d'événements qui allaient changer à jamais non seulement la vie des jumelles et de leur mère malade, mais aussi le cœur glacé de l'un des hommes les plus puissants de la ville? Le couloir de l'immeuble sentait la moisissure et le désespoir. Gabriel gravit 4 étages en suivant le bruit des voix d'enfants excités.
Arrivé devant une porte à la peinture écaillée, il hésite avant de frapper fermement. La porte s'entr'ouvrit, révélant le visage suspicieux de l'un des jumeaux. « C'est l'homme du parc », dit-il par-dessus son épaule, les yeux écarquillés par la confusion. La porte s'ouvrit plus grand. Les deux garçons se tenaient là, l'incertitude imprimée sur leurs visages identiques. Derrière eux, Gabriel aperçut un petit appartement spartiate et la silhouette d'une femme allongée sur un mince matelas. « Puis-je entrer » demanda Gabriel, son ton habituellement autoritaire s'étant adouci. Après un moment d'hésitation, les garçons s'écartèrent. Le contraste avec leur monde n'aurait pu être plus frappant. L'appartement, bien que propre, révélait une pauvreté honnête, pas d'excès, juste le strict nécessaire. Ce qui frappe le plus Gabriel, c'est ce qui manque, l'espace, le confort, la sécurité. « Notre mère dort », chuchote Jamal. Diana Johnson est allongée sur un mince matelas. Sa respiration est laborieuse, sa peau est grise sur les draps usés. Même dans sa maladie, sa ressemblance avec ses enfants était indéniable. Les mêmes traits délicats, bien que son visage autrefois plein de vie soit maintenant creusé par la souffrance. « Depuis combien de temps est-elle comme ça » demanda Gabriel à voix basse. « Des semaines » répondit Malik, ses petites épaules s'affaissant. Son état empire de jour en jour. Gabriel s'agenouilla près du matelas et toucha doucement le bras de Diana. Sa peau brûle de fièvre. « Elle a besoin d'un hôpital », dit-il avec fermeté. « Nous n'avons pas d'argent », explique Jamal, la voix fluette. « C'est pour ça qu'on vendait notre voiture. » Gabriel regarde le jouet toujours dans sa poche, puis les visages désespérés des jumeaux. Quelque chose en lui, qu'il croyait enfoui depuis longtemps, se réveille. « Je vais m'en occuper », dit-il fermement. Les jumeaux échangent un regard. « Comment allons-nous vous payer » demanda Malik, en serrant l'argent qu'ils avaient gagné. L'expression de Gabriel s'adoucit de manière inattendue. « Tu m'as déjà vendu ta voiture. Tu te souviens ? Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. » Sans attendre de réponse, Gabriel souleva doucement Diana dans ses bras. Elle marmonna quelque chose d'incohérent, trop faible pour résister. « Où allons-nous » demanda Malik en tenant la main molle de sa mère. « Vers les gens qui peuvent l'aider » répondit Gabriel, qui composait déjà son téléphone alors que la voiture s'éloignait. Les portes de secours s'ouvrirent et Gabriel entra en portant Diana, les jumeaux le suivant avec anxiété. Sa présence imposante dispensa des procédures habituelles, et en quelques minutes, des médecins examinèrent Diana tandis que des infirmières guidaient les garçons inquiets vers des chaises proches. Déshydratation sévère, insuffisance rénale probable, murmure le docteur Eleanor, Patel en vérifiant les signes vitaux de Diana. Depuis combien de temps est-elle dans cet état ? Ils disent des semaines, répond Gabriel, qui observe l'équipe médicale travailler avec une urgence efficace. Va-t-elle s'en remettre ? L'expression du médecin est restée professionnellement neutre. Elle a besoin d'un traitement immédiat. Êtes-vous de la famille ? Gabriel n'hésite que brièvement. Oui, répond-il fermement, surpris par la conviction de sa voix. Les examens confirment le diagnostic initial, une maladie rénale sévère nécessitant une dialyse immédiate. Gabriel autorise tous les traitements nécessaires sans hésitation, signant les formulaires et fournissant les informations relatives à son assurance comme s'il s'était occupé de Diana toute sa vie. Quelques heures plus tard, Gabriel se retrouve assis entre les jumeaux épuisés dans un couloir calme de l'hôpital. Les garçons s'appuient sur lui, luttant contre le sommeil mais perdant la bataille. Aucun des deux n'avait quitté le chevet de leur mère jusqu'à ce que les médecins insistent pour qu'ils sortent pendant une intervention. « Maman va-t-elle mourir » chuchote Jamal, sa petite voix se brisant. Gabriel a regardé le garçon, voyant la peur dans ses yeux bruns qui semblaient trop sages pour son âge. « Non » dit-il avec certitude. Elle reçoit les meilleurs soins possibles en ce moment. Mais que se passera-t-il ensuite ? Demande Malik, tout aussi inquiet. Nous ne pouvons pas rester éternellement à l'hôpital. La question restait en suspens. Gabriel s'était tellement concentré sur le traitement de Diana qu'il n'avait pas pensé à la suite. L'idée de renvoyer ses enfants dans cet appartement stérile pendant que leur mère se rétablit était impensable. « Vous restez avec moi », s'entendit dire Gabriel, les mots s'étant formés avant qu'il n'y réfléchisse. « Jusqu'à ce que ta mère aille mieux. » Les jumeaux échangèrent un regard dubitatif. « Votre maison doit être très grande », commenta Malik après un moment, essayant d'imaginer. « C'est vrai », confirma Gabriel, qui se sentait étrangement gêné par sa richesse pour la première fois depuis des années. « Il y a beaucoup de place pour vous deux. » Lorsque Diana fut enfin stabilisée et endormie, une infirmière s'approcha avec des documents et des questions sur la garde des enfants. Gabriel prit doucement le relais, expliquant que les garçons resteraient avec lui. Son ton confiant ne laissait aucune place à l'argumentation ou à la suspicion.
Alors qu'ils se préparaient à partir, Gabriel regarda les jumeaux dire au revoir à leur mère inconsciente, chacun déposant un doux baiser sur son front avec une tendresse qui lui serra la poitrine. Ces enfants, qui avaient toutes les raisons d'être brisés par les circonstances, ont fait preuve d'une résilience et d'un amour qui ont réveillé quelque chose de longtemps endormi en lui. Dans la limousine, Jamal fixe son regard sur l'homme riche. « Pourquoi nous aidez-vous » demande-t-il enfin, d'une voix faible mais directe. La question est restée en suspens entre eux. Pourquoi, en effet? Qu'est-ce qui avait poussé Gabriel Silveira, connu pour son efficacité impitoyable en affaires et sa vie de reclus, à s'impliquer si profondément dans la vie d'étranger en l'espace de quelques heures? S'agit-il simplement de charité? Ou bien quelque chose de plus profond, de plus personnel, motivait-il ses actions? La lueur de l'imposant manoir apparut à travers les vitres de la limousine alors qu'ils approchaient des grilles ornées. Les yeux des jumeaux s'écarquillent lorsqu'ils aperçoivent ce qui ressemble à un château moderne émergeant de jardins méticuleusement entretenus. Ce que les petits Jamal et Malik Johnson ne savaient pas, c'est que, alors qu'ils contemplaient l'extérieur imposant du manoir de Gabriel, le véritable mystère était enfermé à l'intérieur. Pas seulement dans la maison, mais dans le cœur de l'homme qui les emmenait dans un monde complètement différent de tout ce qu'ils avaient jamais connu. Et la clé de ce mystère? Elle pourrait se trouver dans la simple petite voiture rouge qui se trouve maintenant dans la poche de Gabriel Silveira, reliant le passé et le présent d'une manière que ni l'un ni l'autre n'a encore comprise. La lumière du matin pénètre dans la chambre luxueuse où les jumeaux dorment dans des lits plus grands que leur ancien appartement. Une semaine s'était écoulée depuis leur arrivée au manoir, et l'arôme des gaufres fraîchement préparés par Mrs. Collins emplissait déjà l'air. Gabriel était en train d'annuler sa 3e réunion consécutive lorsque Malik apparut à la porte de son bureau. « Monsieur Silveira » sa voix hésitante interrompt le silence. « Pouvons-nous rendre visite à maman aujourd'hui » ? « Bien sûr, » répond Gabriel. « Nous irons après le café. » Le garçon se tient dans l'embrasure de la porte, jouant avec la manche de sa nouvelle chemise. « Je peux te demander quelque chose ? Pourquoi y a-t-il toujours une porte fermée à clé dans le couloir ? Madame Collins a dit que nous ne devrions jamais y entrer. » La question frappa Gabriel comme un coup physique, sa posture se raidissant instantanément. « Cette pièce est privée, » répondit-il sèchement. Tout en regardant Malik se retirer en silence, Gabriel fouilla dans son tiroir, où une petite clé en or était restée intacte pendant 5 ans. À l'hôpital, Diana était assise lorsqu'ils arrivèrent, visiblement plus forte, ses joues reprenant des couleurs. Les jumeaux se précipitent pour la serrer dans leurs bras, tandis que Gabriel se tient dans l'embrasure de la porte, observant la réunion de famille avec un mélange de détachement et de fascination. « Les médecins disent que je réagis bien », commenta Diana, ses yeux rencontrant ceux de Gabriel avec une gratitude qui lui fit détourner le regard. Plus tard, alors que les jumeaux divertissaient une infirmière avec des histoires sur le manoir, Diana étudia attentivement Gabriel. « Vous n'avez pas d'enfant » observa-t-elle doucement. « Non » répondit-il au bout d'un moment. « Plus maintenant. » Les yeux de Diana s'écarquillent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jamal croise son regard, brisant ce moment fragile. Sur le chemin du retour, le docteur Patel a demandé à voix basse « Pourquoi un PDG milliardaire accueillerait-il 2 enfants Riverside ?» Gabriel n'a pas répondu, mais la question a persisté, le forçant à examiner des vérités enfouies. Cet après-midi-là, une détonation interrompt ses pensées. Dans le couloir, il trouve Jamal paralysé devant les tessons d'une coûteuse sculpture en cristal. « Je suis désolé » balbutie le garçon, tremblant. « C'est un accident. » En d'autres temps, Gabriel aurait réagi par une froide réprimande. Mais il se surprend à demander « Tu es blessé ?» Quand Jamal a secoué la tête négativement, Gabriel a simplement dit « Ce n'est qu'un objet. Les choses peuvent être remplacées. » La surprise et la confusion sur le visage du garçon étaient palpables. Les enfants comme lui n'ont pas l'habitude des secondes chances. « Tu n'es pas fâché ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Non » répondit Gabriel, surpris de découvrir que c'était vrai. Cette nuit-là, errant dans les couloirs du manoir, il entendit des sanglots provenant de la chambre des jumeaux. Malik était réveillé, des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis que Jamal dormait. « Maman me manque » murmure le garçon. « Et si elle ne va pas mieux ?» Gabriel s'assit avec hésitation sur le bord du lit. « Ta maman est forte. Elle reviendra vers toi. Notre père est mort quand nous avions 5 ans, avoue Malik. Maman a dit que parfois les gens ne reviennent pas. » Cette simple déclaration frappa Gabriel avec une force inattendue. Il toucha légèrement l'épaule du garçon, lui promettant que sa mère reviendrait, essayant d'y croire aussi. En partant, il sentit quelque chose s'effondrer en lui, une fissure dans la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur. Sans planification consciente, ses pas le conduisirent jusqu'à la porte fermée à clé au bout du couloir.
La clé pesait dans sa poche comme une encre. 5 ans. 5 ans qu'il n'avait laissé personne entrer dans ce sanctuaire de la douleur. Le clic de la serrure semblait résonner dans le couloir silencieux. Il poussa lentement la porte, révélant la chambre exactement comme il l'avait laissée, des murs bleus avec des décalcomanies de planètes, une bibliothèque avec des livres d'aventure, un lit avec une couverture d'astronaute que Mrs. Collins n'avait jamais touché. Sur la table de chevet, une photo, Gabriel avec un garçon noir au sourire radieux et une femme à la peau foncée aux yeux doux, heureux sur une plage. Leur dernier voyage ensemble. Monsieur Gabriel, il se retourne et découvre Jamal dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il d'une voix rauque. « C'est la chambre de votre fils ?» demande doucement le garçon. Gabriel acquiesce, incapable de parler. Avait-il notre âge? Il l'aurait maintenant. Samuel avait 8 ans quand il ne put terminer. Jamal s'approcha prudemment et regarda la photo. « Vous avez l'air heureux. »« Nous l'étions, » répondit Gabriel, les émotions refoulées se déversant enfin. Pour la première fois depuis 5 ans, le poids écrasant de la culpabilité qu'il portait semblait plus léger, et cela le terrifiait. Était-il digne de ce soulagement? Ce que les jumeaux ne savaient pas, c'est que Gabriel était au volant de la voiture ce soir-là. Que la mort de Samuel et d'Amara n'était pas seulement une tragédie, mais une tragédie qu'il croyait avoir causée, une vérité qu'il avait hantée pendant les années vides de son manoir. Maintenant, en regardant Jamal examiner attentivement les trésors de son fils, Gabriel était confronté à une question encore plus difficile. Lorsque Diana reviendrait à la maison, ses liens fragiles survivraient-ils? Ou ne serait-ce qu'une perte de plus à supporter? Et la vérité la plus terrifiante de toutes, Gabriel pourrait-il prendre le risque d'aimer à nouveau, sachant que l'amour exige toujours de renoncer à ce que l'on a de plus précieux, sans aucune garantie de le protéger? Le printemps est arrivé, transformant les jardins du manoir Silvera en une scène de renaissance. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit où Gabriel a ouvert non seulement la porte de la chambre de Samuel, mais aussi les vannes de son cœur verrouillé. Diana Johnson, maintenant complètement rétablie, regardait par la fenêtre de sa nouvelle chambre ses enfants courir dans le jardin avec un chiot Golden Retriever. Un cadeau surprise de Gabriel pour célébrer la fin de ses traitements rénaux. La transformation était presque impossible à croire. Non seulement dans sa santé, mais aussi dans tout ce qui l'entoure. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ici », murmure Diana lorsqu'elle sent Gabriel s'approcher d'elle. « C'est comme un rêve dont je vais me réveiller d'un moment à l'autre. » Gabriel resta silencieux, le regard fixé sur les jumeaux qui jouaient dehors. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une décision prise après des nuits blanches. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il finalement. « À propos de Samuel et d'Amara. À propos de l'accident. » Diana se tourna vers lui, reconnaissant la gravité de sa voix. « Je sais qu'il est difficile de parler d'eux. Je conduisais cette nuit-là, » révéla Gabriel, les mots s'échappant comme une confession longtemps refoulée. Il pleuvait. On se disputait à propos de quelque chose de si insignifiant que je ne m'en souviens même plus. J'étais distrait. Le camion a surgi de nulle part. Diana lui touche doucement le bras. C'était un accident, Gabriel. Pendant 5 ans, j'ai porté cette culpabilité, poursuit-elle, la voix brisée. J'ai construit cet empire tout en me détruisant à l'intérieur. J'ai fermé cette pièce et mon cœur en même temps. Diana reste silencieuse, lui permettant enfin de libérer ce qui l'a retenu pendant si longtemps. Quand j'ai vu Jamal et Malik dans le parc, quelque chose s'est réveillé. C'étaient 2 enfants qui voulaient désespérément sauver leur mère, tout comme j'aurais fait n'importe quoi pour sauver Samuel. Ses yeux rencontrent les siens. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'était pas seulement de la charité. C'était une rédemption, peut-être une seconde chance. Dehors, les rires des jumeaux emplissent l'air. Jamal avait trébuché et, au lieu de pleurer, il s'était roulé dans l'herbe en riant, tandis que le chien lui léchait le visage. « Tu ne crois pas qu'Amara et Samuel aimeraient te voir revivre » demanda doucement Diana. « Ne ferais-tu pas mieux d'honorer leur mémoire en trouvant la joie au lieu de la punition ?» Avant que Gabriel ne puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit. Les jumeaux se précipitèrent à l'intérieur, leurs visages illuminés par des sourires identiques. « Monsieur Gabriel, nous avons trouvé quelque chose d'extraordinaire dans le jardin » s'exclame Malik, tenant quelque chose dans ses petites mains. « Une capsule temporelle » ajoute Jamal en montrant la boîte métallique rouillée. Gabriel reconnaît immédiatement l'objet, la capsule que Samuel et lui avaient enterrée lors de leur dernier anniversaire. Les mains tremblantes, il l'ouvre. À l'intérieur se trouvaient des dessins d'enfants, une petite voiture semblable à celle que les jumeaux avaient vendue et une enveloppe portant l'écriture irrégulière d'un enfant, à ouvrir quand je serai astronaute. C'était de la part de Samuel ? Demanda Malik,
en baissant respectueusement la voix. Gabriel acquiesce, incapable de parler. Puis, à sa grande surprise, il a senti de petits bras l'entourer, d'abord Malik, puis Jamal, dans une étreinte spontanée et affectueuse. « Samuel avait l'air très gentil, » dit Jamal. « Je pense que nous aurions été amis. » C'est ce simple commentaire, cette acceptation innocente, qui a finalement fait tomber la dernière barrière. Les larmes que Gabriel avait réprimées pendant 5 ans coulèrent enfin, non plus comme des symboles de culpabilité, mais de libération. Diana s'est jointe à l'étreinte, formant un cercle de connexion qui a transcendé le hasard, la tragédie et le temps. 1 an plus tard, le bureau de Gabriel Silvera à Silvera Technologies a changé de façon spectaculaire. Des photos des jumeaux, lors de leur dernière compétition scolaire, partageaient l'espace avec une image encadrée de Samuel. La porte qui était toujours restée fermée était maintenant ouverte, comme un symbole de sa transformation. Son assistante entre précipitamment. « Monsieur Silvera, la réunion de la fondation de la deuxième chance commence dans 10 minutes. » Gabriel sourit. La fondation, créée pour aider les familles monoparentales en crise médicale, avait déjà aidé des centaines de personnes dans des situations similaires à celle de Diana. « J'arrive tout de suite, » répond-il en tendant les papiers officiels d'adoption qu'il vient de signer. Les jumeaux, qu'il appelait affectueusement « papa » depuis des mois, allaient désormais prendre légalement son nom de famille, une décision que Diana soutenait pleinement. Sur le parking, Diana l'attend à côté d'un monospace familial, un contraste saisissant avec les limousines qui ont dominé sa vie jusqu'alors. « Nerveuse ?» demande-t-elle en ajustant sa cravate avec l'intimité de quelqu'un qui partage non seulement une maison, mais aussi une vie. Nerveuse à l'idée d'annoncer notre fondation ou notre mariage. Plaisante Gabriel en l'embrassant doucement. Les deux, sourit-elle, la bague de fiançailles scintillant sur sa main. Qui aurait cru qu'une petite voiture vendue sur le parking changerait tant de vie? Sur la banquette arrière, les jumeaux discutent avec animation de leur nouveau projet scolaire. Ils n'étaient plus ces enfants désespérés qui vendaient leurs derniers biens précieux. Ils étaient des garçons confiants, aimés et sûrs d'eux. Et, surtout, ils étaient la preuve vivante que les plus grandes bénédictions viennent parfois des moments les plus improbables. « Savez-vous ce que tout cela m'a appris ?» commande Gabriel en regardant la famille qu'il n'avait jamais imaginé avoir à nouveau. Que notre plus grande tragédie peut se transformer en notre plus grande rédemption. Que peu importe à quel point la vie nous brise, nous pouvons toujours reconstruire quelque chose d'encore plus fort à partir des éclats. À ce moment-là, alors qu'il conduisait avec sa nouvelle famille vers un avenir qu'il n'avait jamais envisagé, Gabriel Silvera a finalement compris la vérité la plus profonde de son voyage. Il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Et que même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours la possibilité d'une nouvelle aube. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires comment vous avez surmonté les moments difficiles de votre vie. Parfois, partager notre douleur est le premier pas vers la guérison, non seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent que, même dans les circonstances les plus improbables, il y a toujours de l'espoir pour un nouveau départ.